Imagine une seconde, il y a 15 ans, tu parlais de Formule 1 et tout le monde pensait immédiatement à l'Europe. Les tifosi en délire à Monza, les Anglais qui pleurent la pluie à Silverstone, les Belges qui défient le destin à Spa-Francorchamps, doing what Mark Webber did to Fernando Alonso all those years ago. et ce mythe absolu qui est Monaco. Aujourd'hui, on parle Miami avec ses yachts et ses influenceurs, Austin et son ambiance festive et rock, Las Vegas qui transforme les courses de nuit en véritable show à la Hollywood. Alors la question que tout le monde se pose, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la F1 a traversé l'Atlantique comme jamais? Et surtout, est-ce qu'on est en train de perdre l'âme même de la F1, l'ADN brut qu'est ce sport? Dans les prochaines minutes, on va décortiquer tout ça ensemble. Les faits, les chiffres, les stratégies cachées derrière tout ça, et pourquoi les USA explosent, et pourquoi l'Europe tremble, et surtout ce que ça veut dire pour l'avenir. Alors reste jusqu'à la fin parce qu'on va même imaginer le calendrier en 2030. Remontons un peu dans le temps. La Formule 1 telle que nous la connaissons existe depuis 1950. Le tout premier championnat se déroule à Silverstone, en Angleterre. Et pendant plus de 60 ans, l'Europe reste le domaine principal de ce sport. Pense à ces noms qui résonnent comme un emblème dans ce sport. Monza, le temple de la vitesse, avec ses 70 ans d'histoire. Spa-Francorchamps et son fameux haut rouge, ce virage qui fait trembler les pilotes depuis les années 20. Imola et ses drames qui ont marqué l'histoire. Le Hungaroring et ses duels impossibles. Ou encore Monaco, où gagner, c'est comme mettre un fil dans le chat d'une aiguille à plus de 300 km/h. Les écuries, Ferrari à Maranello, McLaren et Mercedes en Angleterre, Renault en France, tout tournait autour de l'Europe. Les fans historiques, les médias, les sponsors, les ingénieurs, tout était là. Mais petit à petit, dès les années 2000, on commence à voir des fissures. Quelques courses apparaissent en Asie, au Moyen-Orient, et puis arrive 2017, un tournant absolu. Et c'est là que va tout changer. En 2017, Liberty Media, un géant américain des médias, rachète la Formule 1 pour 8 milliards de dollars. C'est un groupe qui connaît son affaire. Il gère déjà la NASCAR, des chaînes de sport et des concerts géants. Et forcément, quand ton nouveau patron vient des États-Unis, tu vas commencer à regarder ton marché avec des yeux de merlan frit. Le potentiel ? Énorme. 330 millions d'habitants. Une culture du sport-spectacle, des milliards en droits TV à capter. Résultat concret ? Aujourd'hui, les États-Unis accueillent 3 grands prix. Austin, au Circuit of America. Un tracé génial, dessiné par Hermann Tilke, mais avec une âme. Miami, avec un circuit urbain autour du Hard Rock Stadium. Ultra moderne. Et pour finir, Las Vegas, la cerise sur le gâteau. Avec sa ligne droite où on peut atteindre les 350 km/h, sur le strip éclairé comme un sapin de Noël. Aucun autre pays du monde n'a 3 courses. C'est un choix stratégique clair, conquérir l'Amérique pour faire exploser les revenus. Mais Liberty n'est pas bête. Ils savent que la F1 n'est pratiquement pas connue aux US il y a 10 ans. Alors ils lancent un concept, un coup de génie, une série Netflix, Drive to Survive. En Formule 1, il faut savoir s'adapter. Savoir attaquer quand il le faut. Et savoir quand lever le pied. Je ne baisse jamais les bras. Depuis 2019, 5 saisons qui racontent les pilotes comme des super-héros, les rivalités comme les drames, les coulisses comme un scénario Hollywood, Daniel Ricciardo qui sourit malgré les galères, Lando Norris qui grandit sous nos yeux, Christian Horner qui envoie des pics à Toto Wolff. On estime que cette série a fait découvrir la F1 à plus de 10 millions de personnes, dont une bonne partie, vous devinerez, viennent des US. Résultat, les audiences US explosent, les sponsors affluent et Liberty Media peut justifier ses 3 grands prix. Selon plusieurs dirigeants de la F1, l'objectif était clair, transformer la F1 d'un sport technique en un pur divertissement émotionnel. Et bah faut dire ce qui est, ça marche excellemment bien. Et il y a la sauce secrète, l'organisation. Regarde Las Vegas, ce n'est plus juste une course, c'est un événement global. Qualif qui commence à minuit pour coller au prime time US, une ligne droite spectaculaire le long des casinos, des concerts gratuits avec des superstars comme Katy Perry, Bruno Mars et j'en passe.
des soirées VIP à plus de 100 000 $ la table, des influenceurs de partout, des drones qui filment en 8K. Miami, des yachts à 200 millions sur la grille, un défilé de mode avant la course, un circuit qui passe devant les places de South Beach. Et Austin, un festival country avec des food trucks et une ambiance spring break. I'd follow you to Tulsa, straight south to Abilene. À côté, Monza ou Spa, c'est authentique. Des fans en maillot délavé depuis 20 ans. Des tribunes qui débordent. Et ça, sans néon, une passion brute. Les Américains, eux, veulent plus du spectacle que de course. Et la F1 leur en donne. Le pire, c'est que tout ça a un prix. Et l'Europe en paye la facture. Plusieurs circuits mythiques ont purement et simplement disparu. Hockenheimring en Allemagne, parti en 2019, trop cher. Le Nürburgring, absent depuis des années. Manicourt en France, oublié depuis 2008. Estoril au Portugal, idem. Les organisateurs le disent eux-mêmes. Les frais d'accueil pour recevoir la F1 sont devenus prohibitifs. On parle de 20 à 40 millions d'euros par an minimum. Pour les circuits européens, classique. À l'autre bout du monde, Las Vegas paie environ 90 millions. L'Arabie Saoudite balance 55 millions sans sourciller. Singapour, 100 millions. Ces pays ont les moyens. Pétrole, tourisme, image de marque. Alors que les circuits européens, eux, dépendent des billets, des sponsors locaux, des subventions parfois. Hockenheim l'a expliqué clairement. On ne peut plus suivre les hausses de frais. Et les menaces continuent. Spa-Francorchamps négocie tous les ans dans la douleur. Monza a failli sauter plusieurs fois. Silverstone menace de partir si les droits TV n'explosent pas. On a l'impression que l'histoire, la passion, les virages mythiques passent après le chèque. Et ça, ça fait mal au cœur. Alors, est-ce la fin de la F1 européenne ? Pas vraiment. Liberty Media le sait d'ailleurs. Couper totalement les racines, ce serait suicidaire. Les 10 écuries sur 10 sont européennes. Les fans historiques sont là, et l'ADN technique du sport aussi. Le plus probable, un équilibre difficile, garder 6-8 pays historiques européens, Monaco, Monza, Spa, Silverstone, Hungaroring, peut-être Zandvoort ou Barcelone, et remplir le reste avec du spectacle. 3 aux USA, 4 au Moyen-Orient, Asie, peut-être Afrique du Sud qui revient. Mais une chose est sûre, la F1 n'est plus un sport niche européen. C'est un mastodonte global qui veut remplir les stades, les algorithmes, les streams. On peut regretter, critiquer, être nostalgique d'avant, mais on peut que admettre, ça marche. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. C'est un hors format, ça change un petit peu, on aborde des sujets un peu plus larges, toujours autour de la F1, tu l'auras compris. N'hésite pas à liker, partager et commenter si ça t'a plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Hugo de l'Undercut. Ciao.